Bon, et bien c'est parti pour cette première séance sur les insectes pollinisateurs. J'imagine que vous reconnaissez le groupe d'insectes que vous avez devant les yeux. C'est un des plus simples à identifier, bien qu'on verra qu'il y a quand même pas mal de bestioles qui peuvent lui ressembler, a priori, hein, avec des grosses différences, et notamment des bestioles qui ne sont pas des hyménoptères, hein. Peut-être que vous avez une idée de ce à quoi je parle, de ce dont je parle. Le programme, ben, je veux bien vous le retracer, seulement Charlotte vient de le dire et de le dire assez précisément, hein, puisque je ne suis pas rentré dans les détails précisément. On va présenter la pollinisation et les grands groupes de pollinisateurs, parler spécifiquement de l'ordre des hyménoptères pour voir où sont rangées les abeilles dans les hyménoptères et quels sont leurs cousins proches, et puis aborder les premiers éléments de biologie et d'écologie des abeilles autour des traits de vie, de la socialité, de la saisonnalité, de la nidification, etc. En sachant que c'est des éléments qui seront repris encore largement la prochaine fois, puisque en parlant de diversité des abeilles, inévitablement, il y a des liens à faire avec la nidification, le nourrissage, la reproduction, etc. Voilà. Eh bien, on est parti avec une première définition qui, juste pour refixer les idées, la pollinisation, d'un point de vue définition académique, c'est le transport d'un grain de pollen d'une fleur mâle, une étamine, le sexe mâle, jusqu'au pistil, le sexe femelle d'une autre fleur, préférentiellement de la même espèce, évidemment. C'est un préalable incontournable à la fécondation croisée, donc la reproduction sexuée, ce qui permet justement de mixer les gènes et d'avoir une possibilité d'adaptation et d'avoir des bébés tous un peu différents des parents. On en subit aussi en tant qu'animaux ces effets, évidemment, et c'est ce qui donne aux organismes modernes, hein, la reproduction sexuée est apparue il y a 1,5 milliard d'années, cette capacité de pouvoir évoluer et s'adapter aux différentes contraintes environnementales. S'agissant de la pollinisation, quand on dit le préalable à la fécondation des végétaux, c'est le préalable pour nous, en termes de consommateurs, à la production des fruits. Et pour la nature sauvage, la production des fruits qui enferment leur descendance, qu'on appelle graines, noyaux, pépins, etc., etc. Donc il y a un lien direct avec la pollinisation des plantes sauvages, mais aussi avec la pollinisation des plantes cultivées. Donc on va à la fois s'intéresser au rôle que rendent les abeilles, aux fonctionnalités écologiques que rendent les abeilles dans la nature, et puis bien évidemment, il faudra aussi aborder ou avoir des notions de l'intérêt que les abeilles peuvent apporter au monde agricole et aux productions. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 90% des plantes qui nécessitent l'activité des animaux pour pouvoir se reproduire, essentiellement des insectes, évidemment, on va voir. Et alors, ce qui est important, pourquoi est-ce qu'il y a un point majeur là-dessus, c'est que à la fois le nombre, l'abondance et la diversité des pollinisateurs va influer sur la diversité des végétaux et sur la composition des communautés. Et donc, à l'inverse, ce qu'on est en train de subir actuellement, du fait de cette perte de pollinisateurs, on entrevoit des menaces sur la pérennité des communautés agricoles, des communautés végétales, avec déjà des effets qui sont ressentis sur la flore sauvage, avec des légers replis de la faune entomophile, etc. On pourra en parler. Alors, si on s'intéresse aux différents groupes de faune pollinisatrices, il y a bien évidemment en premier lieu les hyménoptères, dont on va largement parler aujourd'hui, mais les autres groupes que je vais vous présenter aussi rapidement, à savoir les diptères, qui sont les mouches, moustiques, taons, etc., les papillons, qu'on appelle les lépidoptères, et puis les coléoptères, qui sont le quatrième ordre, sachant qu'il y a d'autres ordres qui y vont, mais que ce sont les principaux. Alors, juste pour resituer dans le vaste monde des insectes, la plupart des ordres, hormis quelques-uns, les odonates, etc., sont qualifiés de quelque chose ptère. Ptère, c'est les ailes, hein, comme l'hélicoptère, et les cas qui nous sont présentés là, les hyménoptères sont des insectes à ailes membraneuses soudées en plein vol. Je vous expliquerai ça pourquoi. Et les diptères n'ont que 2 ailes. Alors, en fait, ils en ont 4, mais une paire atrophiée postérieure. C'est pour ça qu'on les appelle les diptères. Et l'épido, ça veut dire les écailles. Et effectivement, les papillons n'ont pas des ailes colorées, mais des ailes transparentes recouvertes de petites tuiles colorées, comme des écailles, d'où leur nom de lépidoptère. Enfin, coléo, c'est les étuis. Donc, les coléoptères sont les animaux dont la paire d'ailes antérieures est transformée en ellipse coriacée pour protéger la paire d'ailes postérieures qui, elle, sert au vol. Vous voyez tous une coccinelle ouvrir son capot, déplier ses ailes et décoller. Et bon, là, on a affaire aux insectes, évidemment, mais il y a d'autres groupes, et notamment de vertébrés, qui interviennent aussi, à savoir les oiseaux, les chauves-souris, d'autres mammifères terrestres, et puis des reptiles. Alors évidemment, c'est des cas qui sont moins fréquents, qui sont répartis au travers du monde, et pas forcément en France, évidemment.
Cela dit, il y a d'autres phénomènes sur la planète de fécondation de plantes qui sont hypogées, qui fleurissent sous terre, ou bien de plantes qui fleurissent sous l'eau et dont le grain de pollen peut être transporté par des invertébrés aquatiques. Voilà quelques exemples avant de rentrer dans les insectes avec la pollinisation ornithophile. Phile, c'est qui aime, ornitho, c'est les oiseaux, donc il y a besoin des oiseaux pour pouvoir transporter le pollen d'une plante à une autre. C'est évidemment le cas des colibris en Amérique du Sud, mais plus proche de nous, vous voyez qu'il y a des oiseaux qui sont susceptibles aussi d'aller brouter du pollen, prendre un peu de protéines, c'est très chargé en protéines, et se couvrir le bec et la tête de pollen, ce qui permet évidemment le transport dans la fleur qui suit. Alors, des cas un peu plus extraordinaires, comme les lézards, les Phelsuma, qui sont des geckos diurnes de Madagascar, verts, assez vert pétant, quoi, et qui vont lécher le nectar. Ce sont des insectes, des lézards nectarivores, et qui, du fait qu'ils plongent leur tête dans la fleur pour aller lécher le nectar, se recouvrent le museau également de pollen et sont susceptibles de le transporter donc, sur une autre fleur. Cas plus connu, mais tout aussi exotique, les chauves-souris, les baobabs, qui ont un lien assez étroit. Vous savez que ces animaux sont les principaux producteurs, les principaux pollinisateurs des baobabs. Et c'est donc des bestioles, des grandes bestioles, hein, c'est bien plus grand que les chauves-souris insectivores qu'on a chez nous, qui volent la nuit pour aller lécher les fleurs de baobab. Et vous voyez sur l'image qui apparaît la chauve-souris, qu'on appelle un renard volant en anglais, ça lui va pas mal, avec le museau tout recouvert de pollen et la tête bien jaune, donc vous imaginez l'efficacité. Alors, je vous ai dit des rongeurs, d'autres mammifères terrestres. Voilà l'exemple d'un rongeur qui va brouter une fleur, mais toutes les parties florales qu'il n'aura pas broutées et pour lesquelles il aura pu déposer du pollen, comme vous voyez sur son museau, il y a un peu de pollen, rendra un service tout à fait intéressant à la plante. Et pour finir, dans les exemples un peu exotiques, un peu extraordinaires, voilà l'exemple d'invertébrés zoobentophiles qui assurent le transport de pollen de plantes aquatiques de façon assez anecdotique, évidemment, au regard du nombre de plantes. Mais nous, du coup, ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est de parler des insectes pollinisateurs, ces entremetteurs de plantes. Donc, pour rappel, hein, c'est un préalable incontournable à la fécondation de 90% des plantes à fleurs et de 75% de la diversité de ce qu'on cultive. Donc, les 3/4 de l'alimentation humaine sont liés au passage des insectes sur les fleurs, en sachant que ça, c'est la diversité, et qu'en termes de volume ou de quantité, évidemment, ce n'est pas le même rapport, c'est seulement un tiers, entre guillemets, seulement un tiers, puisque les gros volumes sont produits essentiellement par les céréales, riz, maïs, blé, seigle, etc., qui ne nécessitent pas une activité pollinisatrice des insectes, mais le transport du pollen se fait par le vent. Alors tout d'abord, je voulais vous rappeler qu'il y a un lien étroit entre les fleurs et les insectes, hein, qui a commencé il y a 240 millions d'années, donc vous voyez que ce n'est pas tout récent. Et pour autant, les rapports entre les insectes et les plantes sont plus vieux que ça, puisque lorsque les premiers arthropodes ont émergé, les premières plantes étaient là, et les premiers rapports en termes de déprédation, hein, d'herbivorie, sont forcément apparus dans ces moments-là, mais il a fallu attendre un petit peu, près de 200 millions d'années, pour qu'apparaissent les premières plantes à fleurs et les insectes qui sont venus brouter les plantes à fleurs, puis cette coévolution qui a lieu depuis 240 millions d'années. Et aujourd'hui, on va parler au terme de cette évolution. Espérons que ce ne soit pas le terme, mais on est quand même assez mal parti pour que ça dure encore bien longtemps. Il va falloir faire des efforts. En tout cas, ce lien étroit entre les abeilles entre les insectes et les fleurs, les abeilles aussi précisément, enfin, on va voir pourquoi elles ont un lien très étroit aussi, et très particuliers en termes de pollinisation, sont dus au fait que les insectes viennent chercher deux produits. Alors, tout d'abord, ils sont attirés par les pétales. Hein, les fleurs ont inventé les pétales, pas pour faire joli ni pour faire des bouquets de fleurs, mais pour la simple et bonne raison qu'ils reflètent les ultraviolets et qui permettent aux insectes de les voir, de se poser dessus et de se diriger vers les glandes à nectar ou les structures à pollen. Le nectar étant une substance sucrée qui est produite exclusivement pour attirer les insectes. Il n'y a absolument aucun autre intérêt à la plante de fabriquer ce type de produit. Mais le nectar est composé essentiellement de sucre, et les sucres sont très énergétiques. Et donc c'est là qu'il y a un lien très étroit, parce que les insectes volent, la plupart des insectes volent, ce n'est pas le cas pour tous, mais la plupart des insectes volants se nourrissent dans les fleurs, et la plupart des insectes peuvent voler parce qu'ils se nourrissent de nectar sous forme adulte, ce qui leur fournit l'énergie nécessaire au déplacement. Tous les insectes qui vont dans les fleurs ne sont pas forcément d'excellents pollinisateurs. Il y a évidemment des niveaux assez différents, puisque les premières interactions qu'il y a eu entre les insectes
et les plantes étaient plutôt des insectes de type herbivorie, des relations de type herbivorie, où les insectes comme les gros coléoptères venaient brouter les pétales, brouter les étamines, et celles qui n'étaient pas broutées, enfin les pistils qui n'étaient pas broutés, sur lesquels était déposé un peu de pollen, ça permettait évidemment d'avoir une fécondation. Alors l'efficacité est divergente selon les groupes, évidemment, ça on va en parler, et puis il y a quelques dégâts qui peuvent être causés. C'est rarement visible à grande échelle dans la nature, mais ça l'est quand on concentre les productions, et c'est le cas de l'horticulture, de l'agriculture, évidemment. Alors, les 4 groupes qu'on va évoquer plus précisément, c'est quand on fait le focus sur de qui on parle quand on parle d'insectes pollinisateurs, ce sont les hyménoptères, les diptères, les lépidoptères et les coléoptères, comme je viens de vous en parler. Vous avez les chiffres des nombres d'espèces qui s'affichent. Vous voyez qu'en France, on connaît aujourd'hui 8000 hyménoptères, il en existe près de 230 000 sur la planète, on connaît 6500 diptères, 5600 papillons, dont plus de 5400 nocturnes, enfin près de 5400 nocturnes, essentiellement des animaux nocturnes, des papillons. Et puis 10 000 coléoptères, où là, évidemment, tous ne sont pas floricoles, mais il y en a probablement plus d'un millier en France qui va très régulièrement sur les fleurs, si ce n'est plus. Il y a 10 000 coléoptères, dedans on inclut les bousiers, on inclut les lucanes, on inclut tout un tas de grosses bestioles qui ne vont pas ou peu pour certains dans les fleurs. En tout cas qui ont une activité pollinisatrice probablement limitée. Et puis beaucoup d'autres ordres qui aussi bénéficient temporairement ou de façon saisonnière de l'apport de pollen, soit pour voler, comme on l'a dit, soit en fin d'hiver, quand les proies, par exemple, ne sont pas arrivées. C'est le cas des néroptères ou des dermaptères, les chrysopes et les chrysopes se nourrissent de pollen à l'état adulte, et les perce-oreilles, qui eux se chassent plutôt des pucerons et des petits insectes, à la sortie de l'hiver, sont tout à fait contents de trouver des ressources protéiniques dans le pollen. Donc il y a beaucoup d'animaux qui y viennent et qui peuvent, par leur déplacement d'une fleur à l'autre, assurer un travail de pollinisation. Ouais, je vous ai mis à droite les chiffres des autres groupes pour avoir une idée de comment se placent les insectes dans le monde de la biodiversité en France et dans le monde, puisque vous avez les 2 chiffres qui apparaissent systématiquement. Donc si on regroupe tous les insectes en France, on est à près de 40 000 espèces, un petit peu moins, et 1 million d'espèces connues dans le monde. Voilà. Si on compare avec les amphibiens, les reptiles, les oiseaux ou les mammifères, ça reste évidemment incommensurable, et la biodiversité est bien plus caractérisée par les petits animaux, insectes, arachnides, crustacés, mille pattes, et puis surtout aussi tout ce qui est protozoaire et compagnie, plutôt que la grande faune qu'on a plutôt tendance à imaginer en termes de biodiversité. Le reste, on parlera de biodiversité au sens plus large dans la prochaine fois, et vous verrez que ça n'inclut pas que les espèces, évidemment. Alors, il va falloir qu'on rentre dans le sujet et voir un petit peu des photos, ça, c'est pas une mauvaise chose. Vous voyez ici les papillons s'afficher, avec les papillons de nuit, dont il existe, je vous ai dit, 5400 espèces en France pratiquement, qui sont réparties dans un certain nombre de familles, avec la plus grande famille étant la famille des phalènes, ou des géomètres, celle dont les chenilles n'ont des pattes que à l'avant. Enfin, alors, toutes les chenilles ont 3 paires de pattes, enfin, tous les insectes ont 3 paires de pattes, les chenilles aussi, et les chenilles sont caractérisées par des paires de fausses pattes sous l'abdomen, les pseudopodes. Et quand elles ont 3, 4, 5 pseudopodes, en général, elles arrivent à avancer en ligne droite. Or, les phalènes n'ont que des pseudopodes à l'avant et à l'arrière, ce qui fait qu'elles ont une jambe. Et elles sont obligées, vous voyez, de regrouper leurs jambes pour avancer. C'est ce qui ressemble à l'outil de géomètre pour mesurer ces cartes, et c'est ce qui leur a donné ce nom. Bon, alors, évidemment, la biologie de ces insectes est assez difficile à suivre parce que c'est des animaux qui vivent la nuit. On en connaît maintenant la diversité, la répartition, il y a beaucoup de choses à encore mesurer dessus. Donc, c'est notamment au travers de chasse de nuit qu'on peut le faire. L'avantage, c'est que la plupart de ces insectes nocturnes, à part les microlépidos, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable pour certains, sont déterminables sur photo, ce qui est quand même un grand avantage qu'on ne pourra pas retrouver chez les cirques, chez les abeilles, enfin chez les mouches, dans tout un tas d'autres groupes qui sont beaucoup plus, où les différences sont beaucoup plus fines, où il existe des espèces cryptiques ou jumelles qui sont indiscernables sous photo. Voilà, donc on n'aura pas la même facilité, mais vous pouvez tout à fait vous pencher là-dessus parce qu'en termes de pollinisation, c'est quand même un groupe qui est plutôt, qui est souvent oublié. On parle d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les législations qui protègent les pollinisateurs, elles interdisent, et elles sont ciblées autour des abeilles sauvages essentiellement, mais globalement autour des pollinisateurs diurnes, elles interdisent le passage d'insecticides la journée lorsque les fleurs sont ouvertes. Et donc évidemment, ça sous-entend qu'on ne va pas voir ce qui se passe la nuit. Or, vous avez vu que si on
cumule le nombre d'insectes nocturnes et le nombre d'insectes diurnes, évidemment, il y a des quantités assez tout à fait similaires la nuit, et on ne peut pas ne prendre la problématique que d'un côté. Donc voilà quelques autres papillons de nuit. Vous trouvez là des noctuels, vous trouvez aussi quelques phalènes, quelques microlépidoptères, des lithosies, des papillons qui sont très très communs. L'essentiel ont été pris en chasse de nuit ici. Et sur cette avant-dernière diapo de papillons de nuit, vous trouvez les bombix, qui sont ces énormes papillons, parmi les plus gros du monde. Les plus gros sont des bombix, qui sont caractérisés par des chenilles assez énormes, souvent plus grosses que le papillon. Pour le sphinx, le bombix, le grand pan de nuit, par exemple, on a des chenilles qui peuvent atteindre une dizaine de centimètres, qui sont très, très costauds. Et ces papillons se caractérisent par une absence de pièces buccales. Donc, les adultes vivent sur les réserves de la chenille. C'est pour ça que la chenille est vraiment énorme et que le corps des papillons est assez trapu. Et puis, dernière famille de papillons de nuit, la famille des sphinx, qui sont pareil, assez emblématiques, bien connus pour leur vol stationnaire assez caractéristique. Tous ne sont pas capables d'ailleurs d'en faire un parfait. Et vous voyez ici une diversité de sphinx avec le grand sphinx tête de mort à droite, en haut à droite, là, dont la tête de mort est un petit peu tirée par les cheveux, mais en tout cas bien moins ressemblante que ce qu'on peut trouver sur l'affiche du Silence des agneaux. Je vous inviterai à aller la revoir et vous verrez qu'ils ont largement retravaillé la tête de mort. Voilà, donc il y a quelques sphinx aussi qui n'ont pas de pièces buccales. Et vous en voyez un au centre avec son énorme ventre, il est dépourvu de pièces buccales, il n'est pas capable de se nourrir. Et vous voyez que la majorité des autres s'approchent des fleurs et sont susceptibles de butiner, évidemment. Alors, en termes de pollinisation, ils vont être efficaces sur des corolles profondes, par exemple, avec leur longue trompe. Ils vont pouvoir aller butiner des plantes très profondes et pouvoir se couvrir le museau ou les pattes de pollen. Ensuite, il y a les papillons de jour, avec différentes familles qu'on va dérouler, notamment les pierrides, qui sont des familles assez liées aux brassicacées. La plupart des espèces se développent sur cette famille-là, sur les plantes de la famille du chou, roquette, navet, moutarde, colza, etc. Le gazé qu'on voit en haut à droite, lui, pas du tout, il va sur les aubépines. Mais c'est des animaux qui sont liés quand même à ces plantes-là. Et de fait, ils contiennent un certain nombre de produits soufrés caractéristiques de ces produits-là. On aime bien ces produits dans la roquette et dans le chou, pas forcément les animaux, et c'est une forme de protection contre les prédateurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont souvent jaunes et noirs, blancs et noirs, qui font partie des couleurs aposématiques, les couleurs qui préviennent d'un danger ou d'un mauvais goût ou d'une toxicité, sont des couleurs rouge et noir, blanc et noir, jaune et noir, que vous retrouvez chez les coccinelles, que vous retrouvez chez les salamandres, que vous retrouvez chez les guêpes, que vous retrouvez chez tout un tas de gendarmes, que vous retrouvez chez tout un tas de bestioles et qui préviennent leurs prédateurs qui sont susceptibles de trouver quelque chose qui n'est pas forcément adapté à leur alimentation. Donc ces insectes sont globalement assez protégés des oiseaux. Et comme ils vivent sur des brassicacées, notamment en bordure de champs, famille qui est très abondante, ils n'ont pas trop de problèmes à se développer et ils vont du coup, de fait, vu qu'ils sont en grand nombre, se produire parfois, surtout dans les champs monospécifiques, quelques ravages dans les cultures de choux, les cultures de navets, de moutarde, etc. Alors c'est un problème, c'est la monoculture évidemment, mais du fait de la déstructuration et de la perturbation profonde des sols, à peu près sur tous les milieux et en particulier autour des milieux agricoles, la perte d'éléments fongiques et de rhizosphères dans le sol favorise les amarantacées et les brassicacées, qui elles sont des plantes modernes qui se sont séparées de l'association avec les mycorhizes. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'en agriculture, on a un problème lié aux dégâts de ces papillons qui est entretenu par les modalités de gestion des intercultures et des espaces, des abords de culture. Donc c'est toujours difficile de régler la problématique. Cela dit, ça reste, au-delà des dégâts qu'ils peuvent produire sous forme de chenilles, ça reste des insectes tout à fait intéressants puisque les adultes sont des floricoles et des pollinisateurs. Voilà, donc c'est toujours la double casquette de certaines de ces bestioles dont la vie larvaire et la vie adulte ont des milieux et des actions, des impacts bien différents. Une autre famille bien connue, la famille des papilionides, où là vous trouvez le macaron, le flambé, la proserpine, la diane et l'apollon par exemple, qui sont quelques espèces assez communes, un peu moins pour celle qui est en bas à droite, sinon il faudra aller dans le sud de la région. Et puis pour l'apollo en haut à droite, lui vous le trouvez évidemment dans les zones altitudinales, donc il va falloir monter un petit peu. Les grands voiliers qui sont relativement connus et dont les chenilles sont assez aussi énormes. Voilà, j'accélérer un petit peu sur les papillons et je vous montre aussi cette petite famille
Donc il existe une soixantaine d'espèces, il me semble 70 à peu près. Les lycénides, qui sont essentiellement bleus, comme vous le voyez à gauche, mais qui peuvent être orangés, comme c'est le cas à droite, ou verts, comme c'est le cas en bas à droite. Donc c'est les cuivrés et les téclats, qui peuvent être de couleurs différentes de tous ces azurés, qui globalement sont bleus, parfois avec des femelles qui sont plus sombres ou marrons, mais c'est ce qu'on appelle aussi les azurés. Il y a d'ailleurs une des espèces d'azurés marron, le petit brin des pélargoniums, qui est arrivé d'Afrique du Sud, qui s'est installé sur dans les pélargoniums, parce que la larve se développe dans la tige, qui est sa plante d'origine en Afrique du Sud. Pélargonium, c'est en fait, si vous ne voyez pas ce que c'est ce qu'on appelle généralement des géraniums dans ce qu'on met sur les pots de balcon. C'est rarement des géraniums, la plupart du temps ce sont des pélargoniums, ça fait partie de la même famille, c'est assez proche. Et puis dernière famille qu'on va voir, avant-dernière, je pense, les vanesses, qui sont une famille assez diversifiée, avec des grands papillons, pareil, des grands voiliers, qui se développent, pour ceux qui sont ici sur l'ortie, c'est le cas de beaucoup de vanesses, mais qui passent aussi, pour les exemples ici, l'hiver à l'état adulte. C'est pour ça qu'en plein hiver, ou dès les premiers jours, c'est le cas depuis déjà 1 ou 2 semaines, on peut voir ces papillons voler, qui viennent se réchauffer parce qu'ils ont passé l'hiver dans une cage, l'hiver dans un tronc d'arbre, sous un tas de feuilles, etc. Bon, ce sont des insectes pollinisateurs, évidemment. C'est le cas de ces insectes-là, avec Robert le Diable, la carte géographique, la petite tortue. Ils ont toujours des noms assez extraordinaires. Souvent, d'ailleurs, pour les vanesses, les grandes vanesses, ils ont eu des prénoms de filles avant. On les appelait vanesses. Voilà. Il y avait Cynthia, il y avait Vanessa, ils avaient des prénoms de filles. C'était très étonnant. C'est un peu le monde machiste patriarcal dans lequel on vit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les libellules. Il y a ce qu'on appelle les demoiselles, c'est des petites libellules au vol fluet avec un corps assez fin, et les grandes libellules à côté, avant ça s'appelait les messieurs. Il y avait les demoiselles, toutes fluettes et les messieurs qui étaient les gros balèzes. Bon, évidemment, il y a des mâles et des femelles chez les demoiselles et des mâles et des femelles chez les grosses libellules. Mais bon, tout ça pour dire qu'on leur a requalifié le nom. Aujourd'hui, ils ont un nom qui n'est pas toujours délirant, Robert le Diable, par exemple, et beaucoup chez les vanesses ont un nom issu de la mythologie grecque. C'est le cas de l'Amaryllis, du Silène, de la Mégère, du Satyre, etc. En bas à droite, en bas à gauche, là, c'est la Mégère ou le Satyre. On l'appelle la Mégère si c'est la femelle et le Satyre si c'est le mâle. Et bien évidemment, ça fait souvent rigoler les gens parce qu'ils pensent aux définitions actuelles. Or, ça ne fait référence qu'aux bestioles mythologiques de la Grèce antique. Donc, c'est absolument pas un vieux pervers c'est plutôt le dieu Pan, qui est un satyre, par exemple. Voilà pour les papillons de nuit, les papillons de jour. Autre ordre qu'on va voir, les coléoptères, avec les cétoines, qui sont des insectes saproxylophages, c'est-à-dire qui mangent le bois en décomposition. Les larves se nourrissent de bois transformé par les champignons en une poudre, un terreau de bois, et c'est eux donc, qui créent les cavités une fois que le bois a été intégré de l'intérieur par les champignons, ce qui ne rend pas forcément la vie de l'arbre plus courte. Ça, c'est un autre problème de gestion. Et donc, ces animaux, au départ, broutent largement les fleurs, broutent les pétales, broutent les étamines, broutent les pistils, et donc peuvent faire des dégâts. Évidemment, quand on est en milieu naturel et qu'il y a des ressources importantes de fleurs, à ce moment-là, les dégâts sont limités sur quelques fleurs et il y a du transport de pollen sur d'autres. Par contre, quand on concentre les productions, et c'est pour ça qu'on peut voir des dégâts sur les cultures de roses, les cultures de pivoine, les cultures d'iris, de lys, etc. Quand on concentre ces fleurs-là, évidemment, les populations arrivent en masse, encore plus depuis quelques années parce qu'on produit du compost à partir de compost de bois sans le stériliser, ce qui est une bonne chose. Du coup, il y a des larves de cétoines qui sont présentes et les adultes, quand ils sortent, évidemment, s'il y a des champs de fleurs monospécifiques ou pas, ils s'abattent dessus. Et donc, les horticulteurs peuvent s'en plaindre, ce qui est quand même un problème puisque c'est un maillon indispensable de la restitution de la matière organique carbonée, le bois, au sol et donc aux bactéries et puis aux plantes. Donc c'est vraiment un groupe primordial dans cette jonction, ce bouclage de la chaîne trophique en fin de vie, en fin de cycle. Il va falloir décomposer ces matières pour les restituer au sol et les relancer dans le cycle. C'est le cas aussi des longicornes, dont les larves se développent également dans le terreau de bois, le bois en décomposition. Et par contre, dont les adultes vont dans les fleurs et font probablement moins de dégâts en termes de broutage et donc assurent un travail de pollinisation. D'ailleurs, vous pouvez voir
qu'à partir de la diapo d'avant, la plupart des photos, ce n'est pas le cas vraiment pour toutes, hein, le grand céramique Scopoli qu'on voit sur la rose, là, ce n'est pas le cas, mais la plupart pour les autres sont couverts de pollen, plus ou moins sur la tête, sur le corps. Et j'ai essayé de trier des photos, essentiellement de Denis et moi, pour vous présenter des animaux qui sont en action de pollinisation. On avait une autre page de longicorne qui s'ouvre, et vous voyez là aussi qu'ils sont tous couverts plus ou moins de poudre blanchâtre, jaunâtre. Et voilà, ça donne une idée de l'efficacité. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont sur des fleurs très différentes, ne sont pas du tout spécifiques. Ils vont plutôt aller évidemment sur les corolles ouvertes, hein, les assiettes à l'intérieur duquel les pièces florales sont faciles d'accès, et puis les fleurs qui, elles, sont soudées, sont refermées avec une corolle profonde, vont plutôt être visitées par des insectes qui ont une longue trompe ou une longue langue, comme par exemple certains papillons ou certaines abeilles. Dernier groupe de saproxylophages parmi les coléoptères, donc les buprestes, qui sont aussi à l'état larvaire des mangeurs de bois en décomposition et qui, sous forme adulte, sont des petits insectes assez brillants, un peu avec une forme de balle, qui décollent très très rapidement. Hein. C'est souvent assez difficile de les photographier ou de les approcher, mais qui assurent aussi un travail de pollinisation. Alors, plus étonnant, les coccinelles, qui ne sont pas des pollinisateurs connus, évidemment, et certainement pas les plus efficaces, mais qui, du fait qu'ils consomment des petites proies, des pucerons, etc., à la fin de l'hiver, lorsqu'elles émergent, c'est le cas en ce moment, les colonies de pucerons ne sont pas encore développées, ce n'est pas facile de trouver de la nourriture carnée. Par contre, c'est tout à fait possible de trouver de l'apport protéinique dans les pissenlits, dans les pâquerettes, dans les renoncules qui sont ouvertes. Donc c'est là qu'elles vont y trouver un complément et assurer probablement un peu de transport de pollen. Le problème de ces animaux, c'est qu'ils n'ont pas de vol spécifique. Ils vont aller visiter un petit peu toutes les fleurs qui sont disponibles pour les recueillir et dans lesquelles ils peuvent accéder à la nourriture. Donc, s'ils passent évidemment d'un pissenlit à une pâquerette, le dépôt de pollen ne sera pas très efficace. Cela dit, le pissenlit n'a pas besoin des insectes pour se reproduire. Il se reproduit bien tout seul. Mais les insectes ont un besoin indispensable des pissenlits. D'ailleurs, ça me permet de dire que cette relation qu'on a essayé de monter comme des relations spécifiques entre une plante et un insecte, en fait, il semble que ça n'existe pas. À part quelques cas sur la planète, extrêmement rares, les plantes n'ont pas un seul pollinisateur. Il se peut tout à fait que les insectes visitent une seule famille, un seul genre ou quelques espèces, voire une espèce de plante, mais la plante a garanti ses possibilités de reproduction en ouvrant sa nourriture à bien d'autres espèces. Donc c'est rarement le cas, aussi strictement comme on a pu essayer de le montrer, notamment avec les orchidées et les abeilles, par exemple. Voilà, je termine sur les coléoptères avec d'autres familles. Vous voyez des cantharides, vous voyez des élatères et des taupins, vous voyez des clairons, vous voyez d'autres, des malaquis, vous voyez des charançons, des mordélides, tout un tas d'autres familles qui se déplacent également grâce aux fleurs puisqu'ils vont en tirer leur nourriture et l'énergie nécessaire au vol. Voilà, ce ne sont pas des insectes considérés comme d'excellents pollinisateurs, mais ce qu'il faut voir en fait, c'est le nombre. On va voir pourquoi les abeilles sont considérées meilleures pollinisatrices, on va voir pourquoi, hein, les conditions physiques et comportementales, mais il faut voir aussi là, le nombre et l'abondance de ces insectes qui déplacent aléatoirement du pollen et qui peuvent tout à fait assurer un travail de qualité. Et puis, on va maintenant aborder l'ordre des diptères. Alors, vous voyez l'exemple des moustiques, là, avec les moustiques adultes femelles en pleine action. Vous avez l'habitude de ressentir, évidemment. Mais la nourriture des adultes se compose de fleurs, hein, notamment les mâles, vous les trouvez dans les fleurs. Et ce sont des insectes qui visitent des fleurs différentes des coléoptères ou des papillons qu'on vient de voir. Et c'est là aussi où, quand on parle de pollinisation, évidemment, on ne parle pas de pollinisation de marguerite ou de pollinisation de violette ou de trèfle. On parle de pollinisation et ça veut dire que ça inclut toutes les autres fleurs qui peuvent exister et qui sont parfois extrêmement petites, dont on n'a généralement pas cure, mais qui assurent un travail de nourrissage à la faune ambiante, ces insectes-là, comme bien d'autres. Et je pense aux petits mourons, aux petites véroniques, enfin toutes ces petites fleurs qui peuvent traîner au sol et qui sont déjà largement abondantes dès les premiers jours de soleil. Et si vous allez passer un moment devant, vous verrez qu'il y a quand même énormément d'insectes qui s'y baladent. Donc, ils sont connus pour, évidemment, piquer pour les insectes, mais pour les mouches, plutôt, leur rôle à l'état larvaire, c'est un rôle de recycleur très efficace, recyclage des matières organiques, des cadavres, des excréments,
de la matière végétale pourrissante, etc. Donc, ces animaux extrêmement importants, pareil, dans le bouclage de la chaîne trophique et qui vont tous, pour le coup, à l'état adulte, aller se nourrir dans les fleurs et trouver, encore une fois, de l'énergie dans les sucres du nectar. Alors, il y a bien d'autres familles, je vous en présente quelques-unes, où là encore des insectes qui se développent dans l'eau, les stratiomides, avec cette espèce de larve que vous voyez en bas à droite qui ressemble un petit peu à une sangsue. Je pourrais vous parler des tans, par exemple. On ne pense pas forcément à ces animaux, mais ce sont des visiteurs des fleurs. Alors, c'est probablement les animaux qui ont les plus beaux yeux de la création, au moins dans le monde des insectes. Vous voyez le chrysops qui est en haut à droite, pardon, en haut au milieu et en haut à gauche. Pas le chrysope, le chrysope étant un névroptère, chasseur dont la larve chasse des pucerons. Et ça, c'est le genre chrysops. C'est la même signification. Chrysos, ça veut dire doré, et opis, ça veut dire l'œil. Il s'appelle comme ça parce que vous voyez que les yeux sont mordorés avec des zigzags assez hallucinants. Voilà, vous aurez découvert la beauté des tans et vous pourrez aller les voir sur les fleurs aussi parmi les pollinisateurs. Pardon, je vais sauter une. Autre famille de mouches, les empilides, qui sont des petites mouches prédatrices qui chassent tout un tas de bestioles et qui se nourrissent aussi de pollen, accessoirement ou de façon complémentaire. Pour les taquinaires, cette grande famille de mouches parasitoïdes qui vont pondre à l'intérieur des chenilles et à l'intérieur des punaises, donc très efficaces pour la protection des cultures, là, elles vont se nourrir à l'état adulte exclusivement de fleurs. Donc, vous avez quelques exemples qui sont posés sur des feuilles ici, avec l'énorme taquinaire et hérisson qui est en haut à gauche, là, une bestiole, la plus grosse mouche qu'on ait par ici. Enfin, c'est le jour où vous la croiserez, vous vous en rappellerez, avec sa belle tête jaune et ses pattes jaunes, toute noire, hérissée, assez incroyable. Et voilà d'autres exemples de taquinaires qui sont plus discrètes, plus petites, plus colorées pour le coup, et qui sont sur des fleurs. Parce que vraiment, il y a un lien étroit entre les fleurs et les taquinaires, et même, comme c'est le cas ici, sauf en haut à gauche, puisqu'en haut à gauche, vous avez un achillée millefeuille, ce sont des ombellifères. Et c'est vrai que pour attirer des taquinaires, pour attirer des cirfes, notamment pour la protection des cultures, c'est tout à fait efficace d'avoir des ombellifères autour. Alors j'entends les carottes, le fenouil, la nette, la berce, etc., etc. Et puis la dernière famille de mouches que je voulais vous présenter, c'est la famille des cirfes, qui sont d'excellents pollinisateurs aussi. D'ailleurs, quand on hiérarchise les pollinisateurs, en général, ils arrivent assez rapidement derrière les mouches, arrivent derrière les abeilles, et parmi les mouches, les cirfes, qui passent pas mal de temps à l'intérieur des fleurs. Et on en distingue 3 groupes différents. Là, vous avez les 2 premiers qui sont sur les 2 lignes du haut. Ce sont les éristales, les Eristalinus, les Myatropa et les élophiles. Voilà, je vous donne les genres, on pourra en parler si vous voulez. Ce sont des genres qui sont liés aux eaux usées, donc ils ne sont pas en voie de raréfaction, malheureusement, c'est plutôt un mauvais signe, mais les eaux usées et les eaux polluées abondent largement, et leurs larves sont des petits vers queue de rat que vous pouvez voir au centre à gauche, là, qui se développent avec un tuba rétractile qui leur permet de respirer l'air atmosphérique et qui va consommer les matières organiques dissoutes dans l'eau. Donc c'est tout à fait intéressant pour nettoyer les sorties d'écuries, les fosses septiques, etc., etc. En bas, vous avez quelques exemples de volucelles, qui sont un autre genre de cirfe, le genre Volucella, avec des espèces très mimétiques, pour le coup, des hyménoptères. Avec en bas à gauche, une espèce très mimétique des frelons. Et puis, sur les 2 images du milieu et de droite, des espèces très mimétiques des bourdons, surtout celles du milieu. Ben, ça tombe bien parce que ce sont des insectes qui vivent dans les nids de frelons, pour celui qui est à gauche, et dans les nids de bourdons, pour les 2 autres. Alors, il y a un certain mimétisme visuel, pileux aussi, puisque évidemment la volucelle du bas, du centre, on aurait vraiment pu la prendre pour un bourdon. Après, quand vous aurez appris à reconnaître les abeilles, vous verrez que des gros yeux comme ça, l'absence d'antennes coudées, l'absence de pattes élargies, etc., la présence d'une seule paire d'ailes, il y a des choses qui vous permettent de voir que c'est un diptère et pas un hyménoptère. Donc ces animaux vivent de façon commensale dans les nids d'hyménoptères. Ils rentrent dans les nids, ils pondent leurs œufs, et les larves se développent en dessous des nids et récupèrent les cadavres, les crottes, les excréments, les mues, voilà, tout ce qui peut tomber de matière organique. Ils vont le consommer et donc limiter la prolifération de micro-organismes qui pourraient infecter la colonie. Donc en échange, entre guillemets, là, un échange c'est un mot très humain, parce qu'évidemment les choses n'ont pas été planifiées ni contractualisées, les frelons ou les bourdons les laissent rentrer, sortir, les laissent mener leur vie, puisqu'ils bénéficient évidemment de ce nettoyage du nid. En échange, ces larves sont protégées parce que vous ne mettez pas la main dans un nid de frelon ou un nid de bourdon, sinon vous la ressortez aussi vite, quoi. Et le dernier groupe alors d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la volucelle qui est en bas, la volucelle bourdon.
Vous voyez qu'elle est bien, bien couverte de pollen de scabieuse. Là, on voit nettement aussi les petits grains roses de pollen de scabieuse assez caractéristiques qui lui recouvrent. Et du reste, on voit sur les autres photos que les bestioles sont quand même bien couvertes de pollen. Elles sont pour une part assez velues. Et on verra que la pilosité entre les mouches, tous les insectes et la pilosité des abeilles est très différente, ce qui en fait une caractéristique vraiment particulière des abeilles. Le dernier groupe de cirfes qu'on voit, c'est le plus connu. Il représente à peu près la moitié des espèces. Sur les 540 espèces qu'il y a en France, il y en a à peu près la moitié qui consomment des larves, des pucerons à l'état larvaire. Et on les appelle donc aphidiphages. Aphide, c'est les pucerons, phage, c'est manger. Et vous voyez ces bestioles. Alors, tous les cirfes ont un vol caractéristique, un vol stationnaire parfait, capable de se déplacer très très rapidement. Vous l'avez probablement vu. En général, ce sont les cirfes aphidiphages qui s'approchent de nous. Il y a les éristales aussi, mais ce sont surtout. Vous voyez en bas les moyens de détecter leur présence avec des larves en train de consommer des pucerons. Et vous voyez sur la moutarde à droite une petite tache noire qui est le méconium, le contenu intestinal d'une larve de cirfe. Et donc, c'est un moyen tout à fait pertinent de montrer aux agriculteurs, de montrer aux horticulteurs ou aux jardiniers, même en journée, parce que les larves sont nocturnes, des traces du passage de la larve de cirfe. Et donc, ça veut dire que la nuit, elle sort et elle mange des pucerons. Voilà, c'est comme quand vous voyez une crotte de chien sur un trottoir. Vous savez qu'un chien est passé, vous n'avez pas besoin de voir que le chien passe. Vous savez, ça s'appelle un indice de présence. Donc, on va rentrer maintenant dans les hyménoptères, parler un peu de classification, de leur origine, les cousins proches, la biologie, et puis évidemment parler de la diversité des abeilles. Alors, je reprends la classification historique, qui est très simplifiée, pour vous montrer où et comment sont classés les hyménoptères. Évidemment, les choses ont bien changé, et les insectes sont plus classés exactement de cette manière-là, on va en parler, mais c'est pour reprendre les choses de façon assez simple. De façon primitive, il y avait ce qu'on considérait comme des insectes sans ailes à l'état adulte, qu'on appelle les aptérygotes. Eux ont été sortis des insectes, bon, peu importe. D'ailleurs, le mot insecte en classification n'existe plus, parce qu'on parle des hexapodes à l'intérieur des pancrustacés. C'est-à-dire qu'on n'a plus les crustacés séparés des insectes, mais tout ça a été réuni dans les pancrustacés, et dedans, vous avez les isopodes, les décapodes, les hexapodes, etc. Donc, c'est un groupe tout à fait commun et monophylétique avec les crustacés, comme les oiseaux et les reptiles, par exemple. Mais pour des questions de simplicité, évidemment, on va garder le mot insecte et l'utiliser largement. Du reste, je peux peut-être vous dire pourquoi ça s'appelle des insectes. Est-ce que vous saviez pourquoi ça s'appelle des insectes? Non. Eh bien, ien, en latin, ça veut dire dedans. Secte, en latin, ça veut dire couper, la dissection, la section, etc. Sécateur. Et donc, insecte, ça veut dire qu'on peut découper en 3 parties, tête, thorax, abdomen, qui est découpé en 3 parties. La racine grecque, c'est la même, puisque dedans, en grec, se dit en, en, et coupé, l'anatomie, l'atome se dit tomein. Donc, en, tomo, et insecte, c'est la même chose. L'insectologie, c'est la racine latine, l'entomologie, c'est la racine grecque. Et je trouve qu'au cours du temps, l'entomologie a gagné, mais qu'on a garni le mot insecte. Voilà. Donc on fait de l'entomologie avec des insectes. Finalement, vous aurez compris pourquoi il y a ces 2 noms-là. Ils sont dus à l'origine latine et grecque. Donc vous voyez que dans les insectes, à part les aptérygotes, dès qu'on rentre dans les insectes qui ont des ailes, alors qu'on distingue en 2, les paléoptères, ceux qui ont des ailes anciennes, et les néoptères, ceux qui ont des ailes modernes. Parmi tous ces groupes-là, hormis les odonates, vous voyez que tous sont appelés quelque chose ptère. Les ailes en forme de réseau, en forme de cuir, en forme égale, différente, nervurée, etc., etc. Si on rentre à l'intérieur des hyménoptères, pour aller voir où sont nos abeilles, voilà encore une classification très simplifiée, mais qui nous permet de distinguer les différents groupes. Vous avez donc les symphytes, qui sont les tentraides ou les mouches assis. Ça s'appelle comme ça mais on va le voir en détail, parce qu'au bout de l'abdomen, elles ont un petit ovipositeur dentelé qui leur permet de cisailler les plantes pour déposer leurs œufs, mais pas de taille de guêpe, ce qui en fait une caractéristique, et qui va nous permettre de les distinguer assez rapidement. D'ailleurs, ce sont des pollinisateurs tout à fait intéressants, donc on va s'y attarder un petit peu. Et ensuite, le mot apocrite signifie ceux qui ont une taille de guêpe, et donc vous allez trouver dedans les térébrants, ceux qui vont pondre à l'intérieur des autres insectes, qu'on appelle les endoparasites, les parasitoïdes, quoi. Et puis ceux qui ont un dard, qu'on appelle les aculéates. Où dedans, je me rends compte que je n'ai pas mis cette classification, donc avant de vous passer le diaporama, je la remettrai à jour, puisque les fourmis ne sont plus liées aux guêpes, comme on l'a pensé pendant longtemps, mais sont bien plus proches des abeilles. Et d'ailleurs, vous le voyez apparaître dans cette classification-là. Non, là, on rentre dans les abeilles.
Et juste en dessous des abeilles, en fait, apparaîtraient les sphégiens, qui sont leurs cousins très très proches, qu'on va voir aussi, les fourmis, puis les guêpes en dessous. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que les fourmis et les abeilles sont assez... Bah oui, vous avez devant les yeux, vous avez les fourmis et les guêpes qui sont inscrites juste à côté les unes des autres. Et les guêpes qui sont relativement plus séparées avec les mutiles. Donc si on rentre à l'intérieur de cet ordre, on va voir les différents sous-ordres, à commencer par les mouchassis, les tentraides. Donc vous voyez qu'elles n'ont pas de taille de guêpe. En bas, vous avez un apocrite, une guêpe. Alors là, c'est quelques diapos qui sont sur fond marron. Vous les verrez, elles ont été empruntées à Gilles Bourbonnais, qui est canadien, qui a produit ce diaporama il y a quelques années sur les insectes. Donc je vais demander l'autorisation de les utiliser dans des formations et des interventions. Voilà, l'idée, ce n'était pas de refaire la même chose, mais d'échanger les matériels qui existent. Donc les apocrites ont vraiment le corps séparé en deux parties, et les symphytes ont une espèce de long tube sans taille de guêpe visible, évidemment. Si on rentre à l'intérieur de ces symphytes, ils sont caractérisés, alors les différentes familles sont caractérisées par des chenilles qui ressemblent aux chenilles papillons, donc des chenilles dites éruciformes, en forme de chenilles, des larves éruciformes. Comment on va les distinguer? Mais je vous ai dit tout à l'heure que les papillons avaient 2 à 5 paires de fausses pattes, ce qui leur permettait, quand elles en avaient 5, d'avancer en ligne droite, quand elles en avaient 2, de faire le géomètre. Or, si vous regardez sur l'image qui est là, vous comptez le nombre de pattes, 1, 2, 3, 4, pardon, le nombre de fausses pattes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez qu'il y a plus de 5 paires de fausses pattes. Donc, on n'a pas affaire à une chenille, on a affaire à une fausse chenille et, qui s'appelle un tentraide. Voilà la différence entre une chenille et une fausse chenille. Donc en bas, c'est une larve de papillon, et en haut, c'est une larve de symphyte ou de tentraide. Vous avez probablement l'habitude de voir ces adultes. Certains sont mimétiques des guêpes, enfin des hyménoptères piqueurs, des hyménoptères aculéates, et donc bénéficient de cette protection. Vous voyez par exemple cette tentraide ici. Il existe beaucoup qui sont jaunes et noirs et qui peuvent être plus ou moins mimétiques et parfois relativement ressemblants, même quand on a l'habitude, alors évidemment un entomologiste les distingue, mais pour un oiseau, un mammifère ou un humain qui ne s'est pas forcément penché sur les insectes et les hyménoptères, on peut facilement le prendre pour une guêpe et donc éviter de s'en approcher, alors qu'évidemment elle n'est pas pourvue de dard, elle est seulement incapable de piquer. Alors, il y a beaucoup d'espèces qui sont liées évidemment au milieu forestier, parce que les larves se développant sur les feuilles, les arbres, comme pour les papillons, sont des plantes hautes particulièrement importante, évidemment. Une autre famille assez étrange de symphytes, les symbex, qui ont des antennes un petit peu en massue, un corps assez trapu, pareil, qui ressemblent parfois un peu à des hyménoptères, parfois un peu à des papillons, parfois un petit peu entre les deux. Des espèces assez étranges, dont il en existe pas mal d'espèces, même par chez nous. Les très connus Syrex, de la famille des Syricidés, dont le Syrex géant, que vous voyez à droite, lui qui est capable de pondre, grâce à ce petit ovipositeur, de pondre à l'intérieur du bois, et sa larve se développe dans le bois. Elle est parasitée par un ichneumon, un grand ichneumon qui lui vient pondre à l'intérieur de sa larve qui est cachée à l'intérieur du bois. Donc on en parlera tout à l'heure quand on abordera les ichneumons. Mais ce sont des énormes bestioles qui dépassent parfois les 2-3 cm et dont les larves mangent du bois, donc des xylophages. Donc les symphytes, on a ces différentes familles, vous les retrouvez ici, avec ces fameux symbex très particuliers, ces fameux syrex très allongés, et les tentraides, la famille des tentraidinés, qui peuvent être très mimétiques, comme c'est le cas sur la photo, des guêpes et des guêpes sociales, donc des guêpes piqueuses potentiellement dangereuses et agressives à proximité du nid. Voilà quelques exemples de photos de tentraides, de symphytes. Vous voyez une fausse chenille, et puis des adultes qui sont posés, avec certains quand même pas mal couverts de pollen. Du reste, là aussi, pour déterminer les symphytes, il y a besoin de voir certains critères, et certains critères ventraux ou dorsaux, et parfois ils sont tellement recouverts de pollen qu'il va falloir les brosser avec un petit pinceau pour enlever le pollen, pour avoir accès aux structures. Ça sous-entend qu'il y a quand même du pollen en qualité non négligeable qui est transporté, en quantité non négligeable qui est transportée, évidemment. On va rentrer dans les apocrites maintenant, avec les animaux donc, qui ont une taille de guêpe. Et dedans, on va distinguer les parasitoïdes de ceux qui ont une vie aérienne, extérieure. Donc la larve, globalement, ressemble à un ver, dépourvu de pattes. Et puis, la plupart, évidemment, aujourd'hui, on connaît énormément de parasitoïdes
probablement 50 à 60 000 espèces dans le monde, et il en existerait peut-être 500 à 600 000 espèces. Donc en fait, on est loin de connaître la diversité de ces groupes-là, d'autant plus qu'il y a des parasitoïdes, donc qui vivent à l'intérieur d'autres insectes, et qu'il y a des hyperparasitoïdes, donc des insectes qui vivent à l'intérieur des insectes, qui vivent à l'intérieur des insectes, comme les poupées gigognes. Et donc évidemment, c'est des animaux qui sont extrêmement petits, avec des cycles extrêmement courts sur des distances très très réduites, dont on évidemment ne connaît pas toutes les espèces et ne maîtrise évidemment pas toute la biologie. Encore plus sous les tropiques qu'en France. En France, on trouvera probablement quelques espèces d'insectes, mais relativement peu encore, bien que chez les mouches et les micro-hyménoptères, il doit rester quand même quelque chose peu connu. Mais sous les tropiques, on est loin, loin évidemment d'avoir tout connu. On connaît à peu près 2 millions, 2 millions d'espèces tout confondues, un peu plus d'1 million d'espèces d'insectes. Il en resterait 2, 3, 10, 15 millions, 20 millions en fonction des estimations encore sous les tropiques qui sont inconnues. Vous voyez qu'on est loin d'avoir fait le tour, évidemment. Voilà, si on regarde les différentes familles et superfamilles des apocrites, vous retrouvez ceux qui sont liés aux ichneumons, les braconides et les ichneumonidae, ce qu'on appelle les ichnemonoïdes, en forme d'ichneumon, qui vont pondre à l'intérieur des insectes. La famille des galigènes, avec alors c'est encore des parasitoïdes, les trichogrammes, les calcidiens, et les galigènes, les cynipides, qui vont pondre à l'intérieur des fleurs, des bourgeons, des feuilles, ce qui va provoquer un développement de tissu végétal qui va héberger et nourrir la larve. Ensuite, on trouve les vespoïdes, qui sont les guêpes, au sens superfamille, et les apoïdes, qui incluent aujourd'hui les sphégiens, donc ce sont les abeilles, plus les sphégiens. On va voir comment on distingue tous ces groupes, évidemment. Là, c'est encore un petit peu flou, puisqu'on aborde ces groupes sans avoir donné des détails. Et les détails, on va y rentrer en parlant notamment des cellules alaires qui composent les ailes des apocrites, puisque ça va être utilisé pour distinguer les familles, les genres. Quand vous allez descendre au genre, aux familles et au genre des abeilles, vous utiliserez forcément au départ ces cellules marginales, qui parfois s'appellent radiales, d'ailleurs vous aurez les deux vocabulaires, ce sera très pratique. Ces cellules submarginales, qui parfois s'appellent cubitales, donc vous serez content de savoir qu'il faudra apprendre les deux formulations, mais pour autant, c'est rapidement quelque chose dont vous aurez plus besoin quand vous connaîtrez les genres, alors qu'à l'initiation, ce sera indispensable de regarder la forme, la proportion des cellules alaires des unes par rapport aux autres, et évidemment ça avec des clés de détermination qui vous donneront le choix avec une cellule plus ou moins comme ça ou plus ou moins comme ça, il vous faudra choisir. Je vous dis très rapidement, si vous vous intéressez à ça, vous n'aurez plus besoin de regarder les ailes pour déterminer les genres d'abeilles. Après, ça intervient parfois dans les espèces, mais c'est plutôt rare. On utilise essentiellement l'aile antérieure. Parfois, et d'ailleurs sur certaines espèces, on peut utiliser les cellules alaires de l'aile postérieure. Mais grosso modo, c'est plutôt l'aile antérieure qui va être utilisée, et notamment pour les genres. Alors, si on regarde maintenant quelques exemples, on voit qu'il y a des insectes qui vont avoir un dard qui va être sorti. Les ichneumons, par exemple, les braconides ont souvent un dard qui reste dehors, qui est visible, qu'on appelle un ovipositeur, une tarière de pontre, un oviscape, ça porte différents noms, et qui leur permet d'introduire leurs œufs à l'intérieur d'un organisme, et notamment d'un organisme animal. C'est d'ailleurs probablement l'origine des hyménoptères et probablement parasitoïde. Parce que, évidemment, vous avez vu que beaucoup d'espèces ne vivent pas en parasites aujourd'hui, à commencer par les abeilles et les guêpes, mais il y a une particularité, et notamment on le voit bien chez les abeilles, c'est que quand elles se développent, elles ne défèquent pas. Elles défèquent dans une petite poche qu'elles récupèrent à la mue, et la poche reste accrochée à la mue, et il y a la dernière mue, la mue imaginale, elle va évacuer toutes ses crottes. Et pour la simple et bonne raison qu'elle vit dans sa nourriture. Elle vit dans le nectar et le pollen dont elle se nourrit. Donc elle ne peut pas déféquer dans sa nourriture. C'est évidemment un problème de souiller la nourriture dans laquelle on vit. Et donc c'est probablement ce qui indique que originellement, du fait que les larves de l'hyménoptère ne défèquent pas, elles vivaient dans un organisme vivant pour éviter sa contamination, elles se retenaient de déféquer. Et c'est le cas probablement des micro-hyménoptères. Là, vous voyez un cycle des micro-hyménoptères qui chassent les pucerons, ou bien d'autres qui vont pondre dans les chenilles. Alors évidemment, dans les pucerons, c'est un œuf qui va être pondu. La larve se développe en mangeant les parties non vitales et finit par tuer le puceron, creuser un trou au-dessus, en dessous, se métamorphoser dedans, dehors, en fonction des espèces, il y a des modalités différentes, et puis sortir, aller dans les fleurs manger, et puis aller s'accoupler. Quand on a affaire à
un micro-hyménoptère qui pond dans une chenille comme ça, là par contre, ça ne va pas être une larve, ça va être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de larves qui sont toutes petites et qui vont le manger de l'intérieur de la même manière jusqu'à ce que la bestiole se fige et puis on en verra des exemples en photo. Voilà, donc on a cette super famille des ichneumonides qui ont généralement des antennes assez longues, beaucoup plus longues que les autres, les abeilles et les guêpes qu'on va regarder en détail. Ce sont donc des parasitoïdes, ils vont pondre à l'intérieur ou sur le dos des araignées, pour le coup. Pas de cellules costales, donc quelques différences notoires sur les ailes postérieures qui vous permettront assez facilement de les distinguer, et notamment la petite cellule pétiolée, la arrondie qu'on trouve au centre. Quand on a affaire à une femelle, évidemment, l'ovipositeur est tout à fait visible. J'en profite pour vous dire, je le redirai probablement, que les ovipositeurs sont les organes de ponte modifiés. Donc, quand on a un dard, quand on a un ovipositeur, c'est forcément une femelle. Ça sous-entend que les mâles sont incapables de piquer puisqu'ils n'ont pas d'organes de ponte, bien évidemment. Donc, on a les braconides qui, eux, sont en général tout petits, qui vont parasiter alors les insectes à différents stades, soit stade de œuf, larve, nymphe ou adulte, petit à très petit, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont minuscules, à l'inverse des ichneumons, la famille des Ichneumonidae, qui eux peuvent être extrêmement grands, parfois avoir un ovipositeur plus long que le corps. Vous voyez l'exemple en bas à droite d'un ichneumon tropical. Et en haut à gauche, vous avez la grande risse. C'est cet ichneumon qui pond à l'intérieur de la larve du sirex géant. Vous vous rappelez tout à l'heure, il y a quelques minutes, on a vu le sirex géant, c'est ce grand tentrette jaune et noir qui pond à l'intérieur du bois. La larve est xylophage, il mange le bois. Et ben, le sirex géant, il arrive, il se pose sur le bois, il tapote ses antennes quelques secondes sur le tronc, et en quelques secondes, il sait s'il y a une larve de tentrette, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Deux, il sait immédiatement si elle est déjà parasitée, puisqu'il ne répond jamais dans une larve qui est déjà parasitée. Et là, je vous avoue que, à moins que quelqu'un ait la réponse, moi je ne l'ai pas trouvé, on ne sait pas comment ça se passe et on ne sait pas comment il est capable de détecter aussi rapidement, avec quelques coups d'antenne sur le bois, la présence d'une larve non parasitée qui plus est. Donc on distingue globalement les ichneumons des braconides grâce à leur nervure alaire. Vous voyez les exemples ici, qui sont quand même assez différentes et ça vous permet de les distinguer. Et il y a la taille qui généralement nous permet de donner des différences. Voilà, je vous montre quelques exemples en photo avec les ophions et Netelia, qui sont ces grandes bestioles rougeâtres que vous voyez bien voler dès que vous allumez une lampe la nuit, très très commune. Avec les parasitoïdes du Carpocaps de la pomme, là vous le voyez en haut en train de poser sur une pomme, avec un parasitoïde des abeilles qui est en train de pondre à l'intérieur d'un nid d'abeilles. Et puis à droite, vous avez des parasitoïdes du verger qui vont pondre dans les pucerons, dans les Carpocaps, etc., qui remplissent un travail de protection des cultures tout à fait efficace. Voilà, vous voyez un nid d'abeilles qui est installé dans un chevron, un nid d'osmie. Et ben, au cours de l'été, alors que la larve était probablement développée, l'ichneumon est arrivé et a planté son dard dans le nid et allait parasiter les nids d'abeilles. Vous voyez la gaine qui ressort en haut et vous imaginez que le dard qui est incrusté dans la gaine, qui est normalement rangé dans la gaine, fait la même longueur que la gaine. Donc c'est des dards qui sont des ovipositeurs qui sont extrêmement longs et qui, là, c'est assez facile, vont percer de la terre sèche, de la boue séchée, donc c'est assez facile, assez friable, mais qui, on l'a vu pour certains cas, sont capables de percer du bois et du bois dur, que nous, on ne peut pas creuser avec un angle. C'est assez incroyable. Voilà, vous la voyez enfoncer son dard dans le nid. Et voilà l'exemple d'un apenthèle, un micro-hyménoptère qui se développe dans les larves de la pyrite du chou, enfin des pyrides en général. Là, c'est une pyrite du chou. Bon, pour la petite histoire, j'étais dans mon bureau il y a quelques années et je vois dans mon bureau rentrer par la porte-fenêtre une chenille de pyrite du chou. Donc évidemment, une chenille de pyrite du chou qui se bat dans une maison, c'est qu'il y a un petit problème. Donc je me suis douté qu'il y avait un petit souci. Je l'ai posée sur un morceau de bois et ça n'a pas loupé. En 10 minutes, un quart d'heure, elle était déchirée par une trentaine de petits asticots. C'est ce que vous voyez à gauche qui sont sortis de son ventre. Une demi-heure après, une demi-heure à une heure après, c'est la photo de droite. Vous voyez que tous les asticots les larves de micro-hyménoptères, les larves d'apenthèle se sont nymphosées et se sont enfermées dans un petit cocon. Et 10 jours après, c'est la photo du bas. Les cocons se sont ouverts et la chenille est morte, évidemment, puisqu'elle était éventrée. Voilà. Et ces petits insectes sont envolés, ils sont allés sur des fleurs, ils sont allés parasiter d'autres larves de pyrite du chou. Alors c'est intéressant parce que c'est une technique qui est utilisée en agriculture. C'est une relation tritrophique en fait. Quand le chou est attaqué par la pyrite du chou, il émet des molécules odorantes que capte la pentelle. La pentelle remonte ces molécules odorantes pour venir parasiter les pyrites du chou. C'est une technique qui peut être utilisée en agriculture en faisant des cultures sacrifiées, c'est-à-dire qu'on plante un peu plus tôt dans la saison des choux,
qui vont attirer les premières pyrides, qui vont leur permettre de se développer et qui, elles, en croquant les choux, vont appeler les apantelles. Ce qui permet, même si la première génération de choux est trop atteinte et finit par mourir, d'avoir une population d'antagonistes présente aux alentours pour la deuxième culture. Donc c'est toujours intéressant de voir comment on peut utiliser la biologie de certaines espèces à son avantage, tout en évitant de perturber l'ensemble du milieu par des traitements ou par des modifications violentes du milieu. Donc comment ça se passe? Les parasitoïdes de pucerons se pointent devant la bestiole, rabattent l'abdomen, et en une demi-seconde ou un dixième de seconde, ils pondent un œuf à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, la larve se développe à l'intérieur et finit par manger les parties d'abord non vitales, puis vitales de l'insecte qui se gonflent, qui se momifient, et ça donne des insectes tout à fait particuliers, très faciles à reconnaître, que vous voyez ici, hein, des espèces de petites boules roses qu'il y a partout au milieu de la feuille. Ce sont des insectes parasités, momifiés, qui ne peuvent plus bouger et qui attendent la sortie de l'insecte parce qu'ils sont en train de mourir. Cela dit, on peut largement distinguer sur la photo d'autres pucerons qui sont bien noirs, noirs brillants, et ce sont les insectes parasités qui ne sont pas encore momifiés. Donc là aussi, c'est un indice de présence. En fait, sur une feuille comme ça, remplie de momies et remplie de pucerons en train d'être momifiés, il n'y a absolument rien à faire, c'est une question de jours, de quelques jours, pour que la totalité des pucerons disparaissent. D'autant plus que vont arriver, alors il y a des coccinelles là-dedans, mais vont arriver les cirques, les perce-oreilles, etc., etc. Lorsque les conditions sont remplies, le taux de parasitisme des pucerons par les micro-hyménoptères parasitoïdes peut atteindre 96 à 98%. C'est-à-dire qu'une plante peut être entièrement remplie de pucerons qui sont eux-mêmes entièrement parasités par des micro-hyménoptères. Et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va avoir comme réflexe? On va avoir les pucerons sur la plante et donc détruire la plante avec les pucerons avec. Et en fait, en faisant ça, on détruit la seule réponse pour protéger efficacement, pardon, pas la seule réponse, une réponse très efficace pour protéger les pucerons des cultures environnantes. Donc c'est là où c'est quand même intéressant de se pencher sur la biologie particulière de ces espèces. Je ne vais pas m'étendre trop sur ces familles-là, des toutes petites familles de trichogrammes et de chalcidiens, qui sont des espèces extrêmement, extrêmement petites, qui vont en général pondre dans les œufs. Ce sont des parasitoïdes oophages, on dit, donc ils pondent à l'intérieur des œufs. Et vous voyez la taille des bestioles qui sont en bas, extrêmement, extrêmement petites. Là, on a affaire aux hyménoptères qui sont spécifiques du genre Ficus, enfin de l'espèce Ficus carica, et même de chaque variété, puisque Ficus carica étant le figuier à fruits qu'on mange, où ce sont de tout petits insectes qui vont polliniser l'intérieur des figues fleurs et mourir à l'intérieur et se développer. Quand vous mangez une figue, en fait, elle est pleine de cadavres et d'œufs d'insectes pondus. Je ne veux pas vous dégoûter, mais c'est comme ça. Et c'est une reproduction très particulière parce que les fleurs s'ouvrent à l'intérieur de la figue, vous ne les voyez pas. Donc les femelles sont aptères, vous la voyez à droite, et les mâles se déplacent de fleur en fleur. On a aussi les trichogrammes, d'autres exemples de trichogrammes et de chalcidiens qui sont bien utilisés dans la protection, par exemple, de la pyrale du maïs. Les trichogrammes sont lâchés en nombre pour que les micro-hyménoptères viennent pondre dans les œufs de la pyrale du maïs et endiguent le développement de la pyrale du maïs. Donc tout à fait efficace, même en grand champ, pas que en serre. Et autre famille que je vais pas non plus, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui est tout aussi passionnante, la famille des cynipides, c'est-à-dire la famille des galligènes. Ce sont des insectes qui vont pondre et fabriquer des galles sur différents végétaux. Essentiellement sur le chêne, pas uniquement, mais le chêne étant la plante qui en reçoit le plus. Il y a aussi beaucoup de rosacées, mais le genre Quercus est vraiment la plante qui accueille le plus de galles. Il y a d'autres insectes qui font des galles, quelques mouches, et puis il y a aussi des acariens qui peuvent provoquer des galles pointues, notamment au-dessus de certaines feuilles, comme certains érables. Vous avez probablement vu des feuilles d'érable avec plein de petites pointes rouges au-dessus. Ce sont des galles d'acariens. Donc c'est les mêmes conditions, mais c'est d'autres groupes d'animaux qui viennent et qui, lorsqu'ils pondent et qui se développent à l'intérieur, provoquent une prolifération des tissus végétaux. Je ne peux pas dire anarchique, ce n'est pas du tout anarchique parce que c'est très, très, très ordonné. Vous voyez les petites boules, les petites galles cerises que vous avez en bas, là, qui sont quand même très ordonnées, très dures et qui protègent l'animal de son développement en lui fournissant des substances nutritives à l'intérieur. C'est assez incroyable et on n'a pas vraiment idée d'où vient cette association assez fabuleuse. Les chrysides, ces petites, alors on rentre dans les animaux un petit peu plus grands, hyper métalliques pour la plupart, des bestioles qui atteignent parfois le centimètre et qui sont rouges, bleues, vertes, parfois avec différentes couleurs, qui sont juste magnifiques. Tapez chryside sur un moteur de recherche dans les images, vous allez voir des bestioles incroyables en Europe et encore plus incroyables sous les tropiques. Truc vraiment magnifique. Les guêpes, les fourmis,
Les formicides, on a une seule famille en Europe, divisée en 2 sous-familles, mais c'est la seule famille qu'on peut trouver ici, et qui sont vraiment caractérisées, comme la plupart des aculéates, mais c'est très très marqué chez les fourmis, par des antennes extrêmement coudées. Un long premier article qu'on appelle un scap, et puis un pédicelle derrière qui est fait du coup de 12 articles chez les femelles, chez les mâles, et 12 articles chez les femelles et 13 articles chez les mâles. Voilà, ça, on le verra et on en reparlera chez les abeilles, et vous aurez forcément à le regarder précisément, parce que quand vous voulez déterminer une espèce, une famille, un genre ou une espèce, il faut bien savoir si c'est un mâle ou une femelle. Souvent, les clés sont séparées. Donc, c'est la première des choses à faire. Ce sera de distinguer les mâles et les femelles. Il y a plein de moyens de le faire. Il y a des structures de récolte remplies de pollen, c'est forcément une femelle. Il y a un dard qui sort, c'est forcément une femelle. Il y a des génitalia qui sortent, c'est forcément un mâle. Quand on n'a pas ces moyens de le qualifier, il va falloir compter les articles antennaires, donc 12 pour les femelles, 13 pour les mâles. Donc des antennes coudées, et puis surtout, alors ce qui caractérise les fourmis particulièrement, c'est ce pédicelle, c'est-à-dire entre le thorax et l'abdomen, il y a une petite pointe qui parfois est double chez certaines sous-familles, et qu'on appelle le pédicelle, qui est caractéristique vraiment. Aucun autre insecte, même ceux qui ressemblent vraiment aux fourmis et qui ne peuvent ne pas avoir d'ailes comme les fourmis, se distinguent grâce à ce petit pédicelle qui est absent et qui est présent que chez les fourmis. Donc évidemment, vous savez qu'il y a des castes, que les mâles et les fondatrices volent pour s'accoupler, que les fondatrices, lorsqu'elles sont accouplées, elles se posent au sol, elles s'arrachent les ailes et elles s'enfoncent sous terre pour créer leur colonie, et que les ouvrières sont stériles, sont des organes, des individus qui ne sont pas complets, pas matures sexuellement, et il existe différentes tailles, formes d'ouvrières qui peuvent remplir plusieurs fonctions, des fonctions de gardienne, des fonctions de nourrisseuse, des fonctions de nourrice, des fonctions de nettoyeuse, des fonctions de récolteuse, etc. Donc il peut avoir dans certaines colonies des castes très différentes. La plupart des fourmis n'ont pas de dard. Les fourmis primitives, comme les fourmis rouges, ont un dard, dont d'ailleurs le venin était plutôt violent, les fourmis de feu par exemple. Et puis les fourmis, en évoluant, ont perdu leur dard et elles ont acquis de l'acide formique qu'elles sont capables de projeter sous forme de gouttelettes, et qui est bien plus efficace en colonie que la piqûre elle-même, puisque ça permet de projeter à distance, et notamment de projeter sur des gros animaux. C'est-à-dire un animal qui vient, il commence à picorer la fourmilière, il peut rapidement prendre des jets d'acide qui partent à 10, 20 cm, 30 cm de l'abdomen de la fourmi. Ils peuvent rapidement prendre des jets d'acide dans les yeux, ce qui va quand même le calmer un petit peu. Donc il y a une association très étroite, un élevage intensif de pucerons, cochenilles, etc., qui est réalisé par les fourmis, quelque chose d'assez fabuleux, où elles les traient, elles font exactement la même chose qu'on fait avec des moutons, c'est-à-dire elles les traient, elles viennent tapoter leurs fesses avec leurs antennes, ce qui leur fait régurgiter une goutte de miel, ils se retiennent de faire pipi, quoi. Le pipi est très sucré, et ce miel-là est descendu à la fourmilière pour apporter du sucre à la fourmilière. En échange, quand il manque de la nourriture, ils peuvent les manger, les découper en côtelettes, comme on fait avec des moutons. En échange, ils protègent les pucerons, comme on protège nos troupeaux de moutons. Et puis certaines fourmis, à l'automne, vont descendre les pucerons sur des chambres qu'elles ont préalablement creusées autour des racines. Donc, ça s'appelle une étable. Elles les mettent à hiverner là-dedans. Et au printemps, elles les prennent et elles les remontent dans les alpages que sont les bourgeons des arbres. Voilà, donc en fait, ce qu'on fait avec les moutons et les autres élevages, les fourmis le font, et depuis 150 millions d'années probablement. Pour ceux qui ont lu Bernard Werber, Les fourmis, peut-être qu'il y en a parmi vous, vous vous rappelez probablement des boules roses qui attaquent en troupeau de 5 les fourmis rousses. Mais voilà, 2 fourmis rousses en train de répondre à une attaque de boules roses. Donc là, il n'y en a qu'une. C'est la pulpe des doigts, évidemment, parce qu'il y a 5 doigts, et que quand les enfants s'amusent à écraser les fourmis, c'est ça que Werber caractérise par les boules roses. Donc là, j'ai simplement rabattu mon doigt au-dessus d'une fourmilière. Donc vous voyez la pulpe du doigt qui descend, et les ouvrières ont rabattu l'abdomen et sont en train de projeter de l'acide sur mon doigt. C'est une défense très très efficace. Et d'ailleurs, faites-le. Alors évidemment, c'est de l'acide formique, c'est pas de l'acide chlorhydrique ou sulfurique, il n'y a aucun risque. Si vous prenez dans les yeux, ça picote un peu, mais là, dans les mains, il n'y a aucun risque, évidemment. Donc, si vous mettez votre main quelques secondes sur une fourmilière, vous la relevez et elle se met à sentir rapidement le vinaigre. Alors, c'est l'acide formique, c'est pas tout à fait de l'acide du vinaigre, évidemment, mais ça ressemble un petit peu à cette odeur. On se rapproche doucement des abeilles pour arriver aux guêpes, avec la superfamille des vespoïdes qui va distinguer les vespides, les guêpes vraies, des pompiles, qui sont des guêpes solitaires. Alors, dans les vespides, on trouve aussi des guêpes solitaires. L'essentiel sont des guêpes sociales. Elles sont caractérisées, ce qui va les distinguer des abeilles, mais on le reverra en détail, par le corps des insectes. Il faudra aussi, si vous faites de la détermination, apprendre les différentes parties anatomiques.
Il y a la tête, le thorax et l'abdomen. Et le thorax est découpé en 3 parties. Il y a la partie avant, la partie centrale et la partie postérieure. Et donc, on appelle ça le pronotum, le mésonotum et le métanotum. Pro, méso, méta. C'est comme ça, il va falloir les apprendre. Et chez les guêpes, une des caractéristiques qui permet de les distinguer facilement, c'est que le pronotum va rejoindre la base des ailes, l'insertion des ailes. Les ailes sont insérées chez les hyménoptères sous une petite membrane qu'on appelle la tégula. Chez les guêpes, c'est très net. Vous allez le voir sur la photo qui est à gauche. Là, on voit très très bien que le pronotum jaune repart vers les ailes. Alors que ça n'est jamais le cas chez les sphégiens et chez les abeilles, mais ne prenez pas peur, on va le revoir aussi. Le meilleur moyen de distinguer une guêpe de tout autre insecte et d'une abeille ou d'un cirque mimétique, vraiment, c'est les ailes. Lorsque les ailes sont repliées dans la longueur, ça donne l'impression que la guêpe a des ailes toutes fines, évidemment, puisqu'elles sont repliées une fois dans la largeur. Et elles ont l'impression d'avoir ça nous donne l'impression que les ailes sont opaques, foncées, évidemment, puisqu'il y a 2 fois plus d'épaisseur. Et ce qui fait qu'on a ces 2 baguettes bien séparées, c'est la ligne de pliure. Donc vous avez maintenant, grâce à l'observation des ailes d'insectes, la capacité de reconnaître immédiatement, dès qu'une guêpe pose les pattes au sol, instantanément ses ailes se replient. Si on avait affaire à une abeille, à une mouche, à n'importe quoi d'autre, l'abdomen serait recouvert par les 2 ou les 4 paires d'ailes. Mais on va y revenir là-dessus, vous verrez que c'est assez facile. Donc les guêpes, pour une part, les vespines, vivent dans des grandes colonies, généralement terricoles, mais pas uniquement. Il y a aussi les polistes qu'on va voir qui, elles, font des nids non operculés. Donc là, les frelons, comme les guêpes communes, comme les guêpes germaniques, vont faire des nids qui vont être fermés d'un opercule à l'intérieur d'une cavité. Ça peut être un tronc d'arbre, ça peut être à l'arrière d'un volet, ça peut être des combles, ça peut être du sol pour certaines guêpes, pas le frelon, mais certaines guêpes. À la différence du frelon d'Asie, même si celui-là, le frelon d'Europe, est originaire d'Asie aussi, mais il est arrivé il y a 2000 ans, donc on ne s'en souvient plus. Tous les frelons sont originaires d'Asie. Le frelon asiatique arrivé, le frelon à pattes jaunes, lui, ne va pas fabriquer son nid à l'intérieur d'une cavité, mais va le fabriquer au milieu des branches. Ce qui fait que si vous déchirez les branches, si vous secouez l'arbre ou le buisson, en fait, ça déchire le nid. Et donc, il y a une attaque qui s'ensuit et qui est assez violente. Alors que le nid de frelon qui est installé dans un tronc, vous pouvez mettre des coups de pied dans les troncs, mais vous allez faire sortir quelques gardiennes qui vont vous faire fuir. Mais vous ne déchirez pas le nid et vous n'avez pas l'ensemble de nid qui s'abat sur vous. Donc ça fait une différence très notable, c'est que le frelon d'Asie n'est pas plus agressif, c'est que le nid est facilement déchirable. Et l'autre différence comportementale, le venin n'est pas plus dangereux, mais l'autre différence comportementale, c'est qu'une fois que le nid est déchiré, toute la colonie est mobilisée pour la défense. Ce qui n'est pas le cas des frelons et des guêpes, à moins vraiment de rentrer dans le nid. Mais là, la défense est plus efficace chez ces frelons à pattes jaunes, surtout quand on a déjà détruit le nid. À ce moment-là, il y a des nids satellites qui se mettent en place et qui restent extrêmement agressifs pendant plusieurs jours. Toutes les personnes qui passent au milieu se font piquer sans forcément comprendre d'où ça vient et pourquoi. Bon, toutes ces colonies sont annuelles. C'est valable pour tous, sauf les fourmis et les abeilles mellifères. Toutes les colonies, il y a quelques exceptions chez les abeilles qu'on verra aussi. Chaque printemps, une jeune fondatrice fécondée de l'année passée émerge, va fonder une colonie. Une fois que les premières ouvrières sont sorties, elle ne sort plus de son nid. Les ouvrières, à ce moment-là, font le travail jusqu'arrive l'été où elle va se mettre à pondre des mâles et d'autres fondatrices qui vont sortir, s'accoupler dans les essaims, dans les essaims de reproduction, puis repartir hiverner. Les mâles vont mourir assez rapidement et les fondatrices fécondées vont aller hiverner sous les tas de feuilles, les tas de branches, les troncs, les caves, etc. Et donc émerger l'année suivante. À noter que les guêpes sont carnivores, évidemment, à l'état larvaire. Elles sont nourries essentiellement d'insectes, mais d'autres bestioles. Et que, évidemment, comme tous les insectes, les hyménoptères adultes, les adultes se nourrissent dans les fleurs et avec des produits sucrés, du nectar ou des fruits que vous pouvez voir sur les guêpes. Alors, parmi les guêpes solitaires, on a les guêpes maçonnes qui font partie de la famille des hominidés, qu'on appelle parfois les guêpes potières. Vous voyez d'ailleurs un petit exemple de poterie qui a été installé. Et puis d'autres comme la photo qui est en bas, là, qui construit qui excave dans de la terre, en général verticale, la quantité de nid pour le déposer sous forme de dentelle. Alors ça ne tient pas bien longtemps cette structure, mais le nid reste évidemment disponible à l'intérieur. Ce sont des guêpes solitaires.
tout à fait communes. Je vous invite à aller les voir et à découvrir ces nids magnifiques qu'elles installent sur les plantes, sur les murs, etc. Parmi les guêpes au sens large, on a aussi les spécialistes de la chasse des araignées, la famille des pompiles, qui vont aller paralyser des araignées. On reparlera de ça avec les cousins proches des abeilles, les sphégiens, puisque ce sont aussi des paralyseurs. Les paralyseurs, on en a chez les sphégiens donc, et chez les guêpes. Et chez les guêpes, ça s'appelle les pompiles. Ils sont en général caractérisés par des antennes coudées qui cherchent très rapidement, pareil que les ichneumons, leur proie. Et elles vont arriver vers. Alors, l'image la plus connue, c'est la grosse Pepsis d'Amérique du Sud qui va chasser l'énorme mygale d'Amérique du Sud. Donc, ça se passe là-bas, mais ça se passe ici, probablement dans vos jardins, dans vos forêts, un petit peu de partout, avec des espèces plus petites qui attaquent l'araignée. Elle ne se fait jamais attraper, en tout cas, il n'y a pas de documentation là-dessus. Ça arrive qu'elle loupe l'araignée, mais il semblerait qu'elle ne se fait pas attraper par l'araignée, même quand elle rentre à l'intérieur de son nid, parce que parfois elle peut rentrer dans un trou, aller chercher l'araignée pour la déloger. Donc elle va attraper l'araignée, piquer sur ses centres moteurs pour éviter que l'araignée soit capable de bouger et la traîner ou la porter en vol, en général la traîner, puisqu'une araignée est plus lourde, la traîner jusqu'à son nid, mettre un certain nombre d'araignées paralysées dedans, poser un œuf dessus, fermer la porte et la larve va manger les araignées paralysées mais vivantes, ce qui permet de conserver la nourriture de bonne qualité. Parce que s'il fait trop sec, la nourriture sèche, il n'y a plus rien à manger. S'il fait humide, ça pourrit et donc il n'y a plus rien à manger. Le seul moyen, quand on nourrit d'animaux une larve, c'est de la conserver vivante. Donc nous, on le conserve, on a d'autres moyens de conservation, mais évidemment, vous ne pouvez pas manger un animal qui a traîné au soleil ou qui a traîné dans l'eau. Voilà pour les différences alaires, des nervures alaires entre les pompiles et les vespides. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous utiliserez puisque vous allez rentrer dans les abeilles. Et puis, je vous montre en photo les polistes, qui sont ces guêpes qui ont une taille de guêpe très marquée, qui sont vraiment très séparées et qui font des nids qui ne sont jamais operculés, installés sur des ronces, comme vous pouvez le voir ici, sur une barrière, sur une brindille, etc. Et qui font des petits nids qui peuvent atteindre des belles galettes avec plusieurs dizaines de cellules larvaires, mais jamais plusieurs étages et jamais refermés dans un opercule comme on a l'habitude de les voir. Alors, je vous montre c'est que les chenilles font partie des menus préférentiels des guêpes. Et là, pour la petite histoire, je trouve une chenille de macaon, je la ramène chez moi pour la prendre en photo, je le pose dans un pot avec une tige de fenouil là, pour la prendre en photo sur sa plante haute. Je rentre chercher mon appareil photo, je ressors, hop, elle était coupée en deux par des polices qui étaient en train de la manger. Donc, c'est pas bien grave, je leur ai laissé faire le boulot. Mais ce qui était intéressant, et je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que vous le voyez sur la photo à gauche, en haut à gauche, elle n'a pas un bout de chenille dans la bouche, elle a un asticot. Parce qu'en fait, quand elles ont éventré la chenille, elle était déjà parasitée par des taquinaires. Et du coup, quand ils l'ont éventrée, les asticots se sont carapatés de la chenille. Alors, elles ont lâché la chenille qui ne pouvait plus bouger, elles ont ramassé tous les asticots qui sortaient un par un pour les ramener au nid, et une fois qu'il n'y avait plus d'asticots, elles sont venues finir la chenille. Voilà, c'était assez étonnant, mais elles ont eu la double ration, et je pense qu'elles étaient bien contentes. Les guêpes sociales du groupe des vespines, elles, ce sont les guêpes communes, les guêpes vulgaires, les guêpes saxonnes, les guêpes médias, les frelons qui en font partie. Et donc, les nids sont operculés, sont refermés, et les cellules larvaires ne sont pas visibles. Là, vous voyez un nid à l'intérieur de la terre qui s'affiche, un nid de guêpe germanique, et vous voyez qu'on ne peut pas distinguer les cellules larvaires puisqu'elles sont cachées et qu'il y a des petits trous d'entrée, comme vous le voyez à droite. J'en profite pour vous parler rapidement la plus grosse des guêpes qu'on a en Europe, c'est le frelon d'Europe, la Vespa crabro, qui n'est ni plus agressif, ni plus dangereux, ni plus méchant, ni plus, il n'y a pas 3 piqûres et tumeur, 7 piqûres et tumeur. Bon, voilà. Là aussi, en termes d'animation, il faut que vous soyez conscient que c'est 500 piqûres de frelons qui sont la dose mortelle. 500 piqûres. Il n'y a pas 500 frelons dans un nid. Quelqu'un d'allergique peut mourir d'une demi-piqûre. S'il est très allergique, faire un choc anaphylactique, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fait pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'au bout de 10 ou 20 piqûres, vous ne partez pas à l'hôpital en chouignant. Je suis en train de dire que la dangerosité n'est pas au niveau où on veut la mettre. Et que, en fait, l'efficacité des guêpes, des frelons, qui sont des guêpes, en termes de gestion des ravageurs des cultures, ou du confort pour les mouches, est tellement efficace que la destruction d'un nid est une pure catastrophe environnementale. Donc se pose véritablement la question du frelon asiatique. Effectivement, il pose un problème dans une apiculture mortifère, dans un milieu qui a été ravagé, qui est ultra pollué et pour lequel les ressources alimentaires ont diminué, avec des croisements abusifs de races qui ont navigué au travers du monde, un affaiblissement considérable des colonies d'abeilles.
le frelon asiatique n'est pas le problème de l'apiculture. C'est un problème qui vient s'ajouter aux réels problèmes. Les réels problèmes sont la disparition de la nourriture, l'intoxication des milieux. Voilà. Ce sont les problèmes de l'apiculture comme de l'ensemble de la biodiversité. Sur ces entrefaites viennent d'autres éléments qui potentialisent ou aggravent le problème. Ce n'est pas le problème de fond. Je tenais à le dire, parce que les colonies qui se portent bien ne sont pas attaquées, ne sont pas stressées par les frelons. Quelques exemples d'eumènes, ces fameux guêpes solitaires, vous voyez, avec les ailes bien repliées, caractéristiques, comme je vous l'ai dit, des guêpes, qui vont paralyser des chenilles. Donc, vous les voyez sur la fleur en haut à gauche, sur une fleur de rue, sur mon doigt en bas à gauche. Et puis, en bas à droite, elle est en train de rentrer une chenille dans un trou. En haut à droite, elle est en train de fermer le trou avec de la boue, puisqu'elle a déjà mis des chenilles paralysées à l'intérieur. Et c'est des choses qui sont tout à fait classiques. Là, pour le coup, en bas à droite, c'est un trou qu'il y avait dans un mur. En haut à gauche, c'est un trou qu'il y avait dans une chaise en plastique ou je ne sais pas quoi. Donc, ça s'installe un peu dans tous les types de milieux. Je vous ai dit qu'il y en a certaines qui faisaient des petits nids en dentelle, là, des petits nids qui sortaient du mur, un mur vertical en pisé. Vous avez ces petits trous à l'intérieur duquel vous trouvez, pareil, un amas de chenilles installé, comme on peut le voir ici, et puis des pompiles des eumènes qui pondent leurs œufs dessus. Voilà des exemples de pompiles. Que les araignées parfois étaient bien plus grosses que leur proie, que leurs prédateurs, donc ne pouvaient pas être transportées au vol. Elles sont transportées là en les traînant difficilement. Parfois, elles leur découpent les pattes, comme vous pouvez le voir à gauche, ce qui est beaucoup plus simple à transporter. Et elles les transportent en faisant des petits sauts là, en volant, alors que celle qui est à droite, elle est seulement capable de la traîner. Évidemment, l'araignée est bien plus lourde qu'elle. Alors l'araignée, pour le coup, là à droite, c'est une Segestre florentine, c'est-à-dire une grosse araignée qui fait une bonne taille, avec des articles basaux verts métalliques, tout à fait caractéristiques, et des grandes chélicères capables de mordre les humains. Sur les 1750 espèces d'araignées qu'il y a en France, il y en a une vingtaine, probablement une trentaine qui passent la peau, elle en fait partie, le venin est efficace sur nous. Cette petite guêpe, elle n'a aucun problème pour rentrer à l'intérieur du nid, aller la paralyser à l'intérieur et ressortir et la traîner jusqu'à son nid qui peut être parfois placé à 10, 20, 30 mètres. C'est assez fabuleux. Essayez de voir ces choses-là, essayez de les montrer à des gens. Quand vous montrez ça à des gens, je vous promets qu'on a fait un pas énorme dans la sensibilisation et le rapprochement avec ces petites bêtes qui sont généralement assez éloignées de nous. Là, on est vraiment proche des abeilles. On fera la pause juste avant les abeilles avec les sphégiens, qu'on appelle parfois des guêpes maçonnes, des guêpes fouisseuses. Alors voilà, les guêpes, ce sont les vespoïdes et les pompiles. Les abeilles, ce sont les pidées. Et les sphégiens, ce sont les sphécidés. Il a mis sphécoïde là parce que c'est l'ancienne classification, vous allez voir la nouvelle, peu importe, c'est des questions de réattribution des groupes, c'est peu différent. En tout cas, comme les abeilles, la tégula n'est pas rejointe par le pronotum, l'abdomen est avec une taille de guêpe très marquée, souvent allongée, chez les amophiles très allongés, par exemple, les guêpes des sables. Et vous voyez là sur cette image les tégulas qui sont séparés du pronotum. Je vous remontrerai cette différence parce que là, sur des dessins, ce n'est pas toujours évident, c'est colorié en jaune. Je vous le montrerai avec des photos très rapidement dès qu'on va attaquer à nouveau les abeilles. Voilà, donc là, on a affaire à des animaux solitaires, même si on parle parfois de guêpes solitaires, ce sont des sphégiens qui vont paralyser tout un tas d'organismes. Pour l'exemple qui nous est montré là en photo, ce sont des nids de scélifrons, qu'on appelle parfois en français les pélopées, et ce sont des paralyseurs d'araignées. Donc, ils vont stocker 5, 10, 20, 30 araignées, pas 30, mais 5, 10 ou 20 en fonction de leur taille, les stocker dans un petit trou qui a été, dans un petit nid en boue qui a été préalablement construit. Et une fois qu'ils ont fait le stock, eh bien, ils viennent refermer, ils pondent un œuf et ils referment la porte. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre de cellules larvaires qui peuvent être posées à côté. Vous avez probablement vu ça sur une façade sud, à l'intérieur d'une maison, dans une pile de linge, dans un placard. Enfin, elles sont capables d'aller n'importe où si vous laissez les fenêtres ouvertes en été, évidemment. Voilà quelques exemples encore de sphégiens, avec des sphégiens qui attaquent des chenilles en haut à gauche. Donc l'option, c'est de la piquer sur les centres moteurs pour la paralyser, ou bien, comme elle est en train de le faire là, de lui mordiller l'arrière du cerveau pour péter la jonction entre le cerveau et le thorax, qui l'empêche également de bouger, puisqu'elle reste vivante. Les fonctions passives et les fonctions digestives restent fonctionnelles, mais pas les fonctions motrices. Donc, elle stocke ses chenilles. Alors là, pourquoi il faut qu'elle la paralyse aussi, soit par la tête, soit en la piquant, et étonnamment, la piquant 11 fois, c'est-à-dire une fois dans chaque segment du thorax pour paralyser les 3 paires de pattes. Mais comme l'abdomen d'une chenille est mobile, elle est obligée aussi de la piquer 8 fois dans les 8 segments de l'abdomen. L'autre option, c'est de lui mordiller, je vous dis, le cerveau. Et elle la
pique sur toute la longueur, parce que sinon elle installerait sa petite larve, son petit ver sans pattes là, à côté de la chenille. La chenille, en s'agitant, elle écraserait la larve. Et donc, il faut absolument immobiliser la proie. Les autres ne sont paralysés une fois qu'on a piqué le thorax. Chez les insectes adultes, les pattes ne peuvent plus bouger, il n'y a plus de mobilité possible. Chez les chenilles, c'est un petit peu particulier. En haut à droite, vous avez un filant apivore qui est un chasseur d'abeilles, essentiellement d'abeilles mellifères. En bas à droite, vous retrouvez un scélifron. Et puis en bas à gauche, vous avez un pinfredon qui est un paralyseur, vous le devinez, puisqu'il en a un dans la bouche, de pucerons. Et là aussi, très facile à augmenter ces populations de prédateurs de pucerons. Les pucerons sont consommés par des coccinelles, par des chrysopes, par des perce-oreilles, par des micro-hyménoptères, par des oiseaux, par des lézards, par tout un tas de bestioles, mais aussi par des pinfredons, par des sphégiens. Et donc, à proximité des cultures, c'est très facile de faire des petits fagots de tiges à moelle tendre, comme du sureau, par exemple, même du buddléia, une plante invasive, ça marche très bien. Enfin, ces plantes-là qui ont une moelle creuse, et vous faites des petits fagots, et vous verrez très rapidement, au milieu de chaque petit fagot, un trou d'1 millimètre parfaitement circulaire creusé. Ce sera le pinfredon qui aura creusé une galerie et qui va aller donc chasser les pucerons aux alentours, poser une trentaine de pucerons, un œuf, une porte, une trentaine de pucerons, un œuf, une porte, etc. Et ça jusqu'au bout de la galerie. Et c'est très très facile d'augmenter ces populations en sachant qu'une petite bestiole qui fait quelques millimètres de diamètre ne vole que quelques dizaines de mètres, évidemment, et d'où le problème qui se pose de la connectivité des ressources et de la dispersion des ressources dans le territoire, avec parfois des zones qui sont de réels déserts biologiques totalement intraversables pour ces animaux-là. Voilà quelques exemples de sphégiens en train de fabriquer leur nid. Vous avez à droite le scélifron qui fabrique son nid pour y stocker des araignées. Et à gauche, vous avez l'isodonte du Mexique avec le nid caractéristique. Il est présent en France. Vous avez un nid d'abeilles à gauche, tout à gauche. Et puis les brindilles qui sortent, c'est la caractéristique de l'isodonte. Vous pouvez très facilement le reconnaître quand vous avez un trou comme ça avec des petites brindilles. Dedans, ce sont des sauterelles arboricoles du genre Meconema qui ont été paralysées. L'isodonte est spécialisé sur un genre de sauterelles. Voilà les amophiles. Pardon, on est dans les sphégiens, mais ce n'est pas une amophile, pardon. C'est un sexe qui creuse un trou. Vous le voyez en train de creuser son trou. Bon, je ne l'ai pas pris avec une proie, bien dommage. Et voilà un filant apivore. Alors, je vais essayer un petit truc, de vous passer une petite vidéo. Je ne suis pas du tout sûr que ça passe. Moi, je la vois. Vous avez... J'enlève le bruit du tram parce que je ne sais pas si la vidéo est passée. Vous avez vu quelque chose. Donc, vous avez vu à quelle vitesse, avec ses pattes fouisseuses, elle est capable de s'enfouir entre des pavés dans du sable. Et on est, alors il y a le tram, on est juste devant le bâtiment Darwin de l'Université de Lyon, l'Université de biologie. Et donc, classiquement, quand je leur fais des journées sur les insectes et sur les hyménoptères, dès qu'on sort, on va voir là-bas parce qu'il y a tout un tas de bestioles qui s'agitent, dont des abeilles et dont des paralyseurs d'abeilles, parce que je vous le rappelle, les filantes paralysent essentiellement des abeilles et notamment des abeilles mellifères. Je vais faire l'introduction des abeilles en quelques minutes là et on va, si vous voulez bien, faire une pause. On rentre dans cette nouvelle super famille qu'on appelle les apoïdes, qui inclut donc aujourd'hui les sphégiens. Je vais reprendre cette classification. Je reste sur le document de Gilles Bourbonnais pour finir ça, mais les notions seront reprises classiquement. Elle se développe dans un nid qui peut être solitaire, qui peut être grégaire, toutes les formes de socialité existent. On va bien sûr reprendre tout ça en détail, n'ayez pas peur. Les larves sont nourries de matière végétale, ce sont des sphégiens devenus herbivores, les abeilles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de source de protéines issues d'animaux, les protéines sont issues exclusivement du pollen. Il y a quelques espèces, ce n'est pas négligeable, c'est près de 20% des espèces qui sont des abeilles coucou, donc des abeilles kleptoparasites. Et puis, leur particularité, c'est en général d'être recouvert de poils avec des poils branchus, des poils ramifiés. Et ça, on va le voir parce que c'est vraiment la caractéristique des abeilles. S'il y en a une, si on vous demande c'est quoi la caractéristique des abeilles, c'est d'avoir des poils branchus. Ce sont les seuls insectes à avoir ça. Et comme beaucoup d'hyménoptères qui leur ressemblent, ils ont des pièces buccales de type broyeur, lécheur, suceur. Voilà. Eh bien, je vous propose de faire une pause avant 11 heures et de se retrouver dans quelques minutes. Il nous restera 1 heure pour parler d'abeilles et discuter. Et puis 2 séances, bien sûr, par la suite. Ça vous va? Voilà, n'hésitez pas à remettre votre micro, votre caméra pour dire un petit mot à Hugues, ça sera quand même plus.
au moins être sûr que vous avez tout entendu depuis 1 heure et demie. Mon téléphone n'a pas sonné, ça doit Oui, aller. très bien, merci beaucoup. Ouais. On a bien entendu, hein. C'était très intéressant. Super. Bon, Ouais, merci pour. Bah, alors, vous voulez qu'on discute tout de suite de ça ou qu'on prenne une pause qu'on discute après ou vous voulez garder les questions pour la fin? Personnellement, je vais me rallier à la majorité. C'est Julien, mon micro marche finalement, donc voilà, Julien Catra, Savoir en Sol, collègue de Samuel, pour le volet animation en Lozère. D'accord. Charlotte, on fait une pause et puis on souffle un peu, on prend un café et on se reprend dans 15 minutes, ça vous va? Ouais, Ça me semble bien. 15-20 minutes, le temps de prendre un café. Enfin, pause, s'étirer. 11h05 alors. 11h05, d'accord, oui, il est 10h50. 11h05, ça va. Ok. Très bien. Et tu fais marche. de gym à la pause aussi ou non? Comment? Tu fais pas cours de gym pendant la pause? Non. Je vais le faire tout seul, dehors. Dommage. À tout de suite. Tout de suite. C'est l'heure.